Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous Tout Info du matin. Tout de suite, c'est le journal. En voici les principales informations. Nous vous parlerons du Hajj. Pour commencer, ils sont déjà près de 2 millions de pèlerins à être arrivés à la Mecque pour le début du pèlerinage. Les autorités saoudiennes assurent avoir pris toutes les mesures nécessaires pour un pèlerinage en toute sécurité. Nous irons également en Tunisie ce matin. La Tunisie qui se prépare à la présidentielle du 23 novembre prochain. Le tri des candidats devrait en théorie prendre fin aujourd'hui. Mais vous allez le voir, tout le monde n'est pas d'accord sur ce tri. Et puis alors que la lutte continue contre l'État islamique, nous nous intéresserons à la première femme pilote de chasse aux Émirats arabes unis. À bord de son avion de combat, un F-16, elle aussi participe aux frappes contre l'organisation terroriste de Daesh en Syrie. Et donc pour commencer ce journal, direction tout d'abord les lieux saints de l'islam avec le début du Hajj. C'est jeudi prochain que les pèlerins qui affluent depuis des semaines maintenant à la Mecque vont donc accomplir leur pèlerinage. Ils sont déjà près de 2 millions à avoir gagné l'Arabie saoudite. Les autorités saoudiennes assurent de leur côté avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les pèlerins. Manal Ardali. 3 millions de pèlerins sont attendus en Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Le plus grand rassemblement au monde débutera jeudi, le jour de Tarwiya, où les pèlerins effectueront les premiers rites du Hajj et vont aller vers Mina pour y rester la journée. Le pèlerinage se déroulera cette année sous très haute surveillance. Selon l'agence de presse saoudienne, Riyad est prête à faire face aux menaces sécuritaires et à intervenir à tout moment pour garantir la sécurité des visiteurs. L'Arabie Saoudite a réduit le nombre de pèlerins étrangers de 20% sur le nombre global des fidèles autorisés à effectuer le Hajj par rapport à l'année dernière. Pour cause, les travaux d'extension d'Al-Masjid Al-Haram. Une fois agrandie, la mosquée pourra accueillir plus de 150 000 personnes par heure. Des voies spéciales pour les fauteuils roulants et des couloirs pour les personnes handicapées seront construits. Le plan d'expansion vise l'utilisation maximale de l'espace disponible tout en préservant les caractéristiques architecturales du lieu. La rénovation de la grande mosquée de la Mecque a débuté il y a 2 ans et prendra fin l'année prochaine. Et on revient à présent sur la cellule terroriste démantelée vendredi par les services de sécurité marocains et espagnols. Eh bien, on apprend qu'un juge de l'audience nationale, c'est la plus haute juridiction pénale en Espagne, a ordonné hier la mise en prison d'un membre soupçonné d'être le chef de cette cellule terroriste liée à l'État islamique. Les investigations ont montré que le prévenu, un ex-militaire arrêté à Melilla, dirige la cellule djihadiste qui se préparait à rallier l'État islamique. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui par le Maroc pour délit d'association en bande armée dans le but de préparer et de commettre des actes terroristes. 8 autres membres ont été interpellés à Nador. Notre correspondante à Madrid nous en dira plus à ce sujet. Ce sera à la fin de ce journal. Mais pour l'heure, on continue de faire le point sur les menaces de l'État islamique avec d'abord le président américain Barack Obama qui reconnaît que la menace justement représentée par le mouvement terroriste a été sous-estimée par les services de renseignement américains. Barack Obama qui répondait hier aux questions des journalistes sur la chaîne CBS pour la première fois depuis cette intervention en Syrie. Par ailleurs, les bombardements se poursuivent en Irak et en Syrie contre les positions de l'État islamique. Les forces américaines appuyées par les Saoudiens, les Jordaniens et les Émirats arabes unis ont continué de viser essentiellement des raffineries. L'objectif, c'est de priver les terroristes de sources de financement. Et puis le chef du front Al-Nosra, lui, menaçait hier de déplacer la bataille en Occident dans ses premiers propos depuis le début de ses frappes en Syrie.
Et puis en bref, en France, après le rassemblement des musulmans de France ce week-end, en hommage à Hervé Gourdel, c'est un rassemblement républicain qui a été organisé hier après-midi à Paris. 2000 personnes ont voulu rendre hommage au guide niçois enlevé puis assassiné la semaine dernière, on le rappelle, par un groupe djihadiste en Algérie. L'actualité politique en France, toujours, c'est la droite qui reprend le Sénat sans surprise. La droite a donc reconquis la majorité au Sénat qu'elle avait perdue en 2011 avec une quinzaine de sièges d'avance. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République française, eh bien, le Front National, le parti d'extrême droite, y fait son entrée avec 2 élus. Et il y a bien aussi un âge au couple de personnes de même sexe. Voilà pour l'actualité. En France, on va prendre la direction de la Tunisie à présent. La Tunisie, je vous le disais en titre, qui se prépare donc à la présidentielle du 23 novembre. Le tri des candidats devrait en théorie prendre fin aujourd'hui. Un tri qui a créé la polémique et pour cause, une trentaine de noms ont été rayés des listes. Ces candidats n'ont pas respecté les conditions exigées par la loi électorale du pays. Dans la rue tunisienne, on constate donc beaucoup de confusion autour de ce scrutin. C'est Amina Ben Khalaq qui nous en parle tout de suite. Des fragments de l'histoire tunisienne sur les murs de Sidi Bouzid. Mais maintenant, le pays s'apprête à franchir une nouvelle étape, l'élection présidentielle. Un scrutin crucial à un moment où les Tunisiens commencent à se désintéresser de la politique. Je ne fais plus confiance aux politiciens. Ils n'ont rien fait pour le développement de la Tunisie. Un politicien, c'est comme un père de famille. Il doit tout faire pour arranger la situation. Et pour ne rien arranger à la situation, 70 candidats se sont présentés à ces élections. 70, c'est un record mondial, mais l'instance supérieure indépendante pour les élections a rejeté près de 30 dossiers. Et pour cause, l'absence de caution financière ou des parrains identiques pour 2 candidats. C'est une mascarade. Aujourd'hui, tout le monde veut déposer sa candidature. Beaucoup rêvent de devenir président, mais c'est impossible. Il y a des règles à respecter. On ne peut pas choisir entre 70 personnes. Le tri des candidatures s'arrête aujourd'hui. Pour la société civile, les candidats doivent aller loin dans leur programme, car le futur président aura du pain sur la planche. Il n'y a pas d'emploi, les institutions tunisiennes vont mal, il n'y a pas d'infrastructure non plus. La liste des problèmes est encore longue. C'est ce que nous disent les citoyens lorsque nous faisons des études sur le terrain. Parmi les candidats, le président sortant Monsef Marzouki et le président de l'Assemblée constituante Moustapha Ben Jaafar. C'est la première fois que les Tunisiens sont convoqués aux urnes pour élire leur chef d'État depuis la révolution de 2011. Monsef Marzouki a été élu par les députés de la constituante à la faveur d'un accord de coalition avec le mouvement Ennahda. L'actualité à l'étranger toujours, c'est aussi Hong Kong. Là-bas, des milliers de Hongkongais sont à nouveau descendus massivement dans les rues hier. Ils veulent dénoncer la mainmise de Pékin sur la politique. Les étudiants qui manifestent depuis une semaine dans l'ancienne colonie britannique ont reçu le renfort de l'Occupy Central. C'est la principale organisation pro-démocratie. Ils contestent la volonté de la Chine de limiter le suffrage universel. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants. Mais comme on peut le voir ce matin, les militants pro-démocratie occupent toujours le centre-ville. C'est en tout cas la pire période de troubles que vit Hong Kong depuis son passage sous tutelle chinoise en 1997. Et puis, au Japon, les opérations de secours ont repris ce matin, près de 48 heures après cette soudaine éruption volcanique qui a fait plus de 30 morts et des dizaines de blessés. Et des milliers de sauveteurs, des services de police, des pompiers, des forces d'autodéfense se sont rassemblés au pied du mont Ontek. Ce volcan qui s'est donc subitement réveillé samedi, prenant de court des centaines de randonneurs qui marchaient sur ses flancs. La plupart sont parvenus à fuir, mais plusieurs dizaines se sont retrouvés coincés.
Et puis en bref, toujours le dernier bilan des victimes d'Ebola. C'est malheureusement le cap des 3000 morts qui vient d'être dépassé. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a publié son tout dernier bilan ce week-end. 3093 victimes, très exactement, en seulement quelques mois, et plus de 6500 personnes infectées. Un bilan qui intervient alors que le Sénégal vient d'annoncer l'ouverture d'un corridor humanitaire aérien pour acheminer de l'aide dans les 3 pays les plus touchés. On le rappelle, la Guinée-Conakry, le Libéria et le Sierra Leone. Et on va donc terminer ce journal avec cette première aux Émirats Arabes Unis. Je vous le disais tout à l'heure, les Émirats Arabes Unis qui appuient les forces américaines pour viser des positions de l'État islamique. Parmi eux, eh bien, il y a cette femme pilote de chasse, la première aux Émirats. Elle pilote un avion de combat F-16. Elle a donc même participé aux premières frappes aériennes contre l'organisation Daesh en Syrie. Vous allez le voir, au-delà de sa bataille contre l'intégrisme, Mariam El-Mansouri se bat aussi pour l'égalité homme-femme. Retour sur son parcours avec Amina Benhalak. C'est la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux. On ne parle plus que de Mariam El-Mansouri, un modèle de réussite conjugué au féminin. C'est la première femme à piloter les avions de combat F-16 aux Émirats Arabes Unis. Je n'aurais jamais cru arriver jusque-là. Cela a toujours été un rêve. Les autres pilotes et les responsables m'ont permis de le réaliser. Tous mes collègues m'ont encouragé. Mariam El-Mansouri est allée encore plus loin. Elle a participé aux premières frappes aériennes de la coalition internationale contre Daesh. Elle a même piloté l'escadrille des Émirats Arabes Unis. Pour elle, c'est aussi une manière de réclamer le droit des femmes à défendre leur pays, y compris dans l'armée. Les hommes et les femmes ont le droit d'intégrer tous les domaines. Ce qui fait la différence, c'est au final la compétence. Ils doivent tout faire pour se hisser au plus haut niveau. À seulement 35 ans, Mariam El-Mansouri est un modèle pour beaucoup de femmes. Elle a rejoint l'armée en 2008, mais ce n'est que récemment qu'elle s'est fait une place dans les forces de l'air émiraties. Voilà pour le journal. Tout de suite, on va s'intéresser à l'actualité en Espagne. Avec notre correspondante à Madrid, c'est Marie Bolinches. Marie, bonjour. Bonjour Maïma. Alors Marie, l'actualité en Espagne, comme au Maroc, c'est donc ce nouveau démantèlement d'une cellule djihadiste liée à l'État islamique. Oui Naïma, vendredi dernier, vous en avez parlé dans votre journal, les polices espagnoles et marocaines ont arrêté 9 personnes à Melilla et à Nador. Il s'agit donc de 8 Marocains et d'un Espagnol. Ce dernier serait le chef du groupe et son frère, un ancien militaire espagnol, aurait formé les membres de la cellule au maniement des explosifs. Il se serait ensuite entraîné dans le nord du Mali avec AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, avant de rallier donc l'État islamique. Selon la police marocaine, le chef de cette cellule est impliqué dans plusieurs actes criminels et notamment des vols avec violence. Les autres membres, côté marocain, seraient eux mêlés à un trafic de voitures volées. Ces délits seraient censés assurer le financement du voyage des membres de la cellule en Syrie et en Irak. Et cette coopération, Marie, eh bien, elle a pu voir le jour grâce justement à la coopération policière entre l'Espagne et le Maroc. Oui, Naïma, et cette coopération s'est d'ailleurs intensifiée ces derniers mois. Depuis l'an dernier, les arrestations se multiplient, et notamment à Ceuta et Melilla. Dans ces deux villes occupées par l'Espagne, je vous rappelle que le taux de chômage dépasse les 35% et beaucoup de jeunes se tournent via les réseaux sociaux ou ces cellules d'endoctrinement vers un islam radical. La plupart d'entre eux à moins de 30 ans. En mars dernier, lors d'une opération hispano-marocaine, les polices des deux pays avaient découvert un réseau de recrutement de candidats au djihad originaires de toute l'Europe. Ces combattants étaient ensuite envoyés en Syrie. 7 personnes avaient été arrêtées, là encore, à Nador et Melilla. L'objectif du Maroc et de l'Espagne est double. D'une part, intervenir en amont avant le départ de ces djihadistes vers la Syrie et l'Irak, mais aussi ensuite identifier et surveiller leur retour potentiel. Cet été, les services secrets marocains alertaient d'ailleurs leurs homologues espagnols. Près de 2000 djihadistes marocains combattent actuellement en Syrie et en Irak et ils pourraient profiter à leur retour de cette expérience pour commettre des attentats, soit au Maroc, soit en Espagne, via Ceuta et Melilla.
D'autant, Naïma, vous le savez, que l'Espagne, c'est un symbole et un objectif pour l'État islamique. Il revient souvent dans ses discours, comme Al-Andalus, une terre musulmane, aujourd'hui occupée par les infidèles, une terre donc à reconquérir. Et c'est évidemment un dossier que vous allez suivre pour nous, Marie Bolinches, en direct de Madrid pour Média TV. Merci beaucoup, Marie. On vous dit à très vite pour toute l'actualité en Espagne. Restez avec nous, on revient dans quelques instants.